Alors merci à vous d'être là. Ce jeudi 24 juin, on a battu des records en France. On va regarder cette carte du monde. Et la veille, déjà, on voit qu'il faisait aussi chaud en France qu'au Mali, Koweït, Arabie Saoudite. Et donc, moi, j'ai cette question, Perrine Tarnot. Ce choc thermique, est-ce qu'il va provoquer une prise de conscience sociétale, politique ? Vous rigolez, Estelle. On a eu une canicule au mois de mai, on l'a déjà oublié. On a eu une canicule en 2022. On a eu une canicule, évidemment, celle de 2003, on l'a tous en tête. Et on est tous devenus des zappeurs compulsifs. En fait, on passe d'une actualité à une autre. Et malheureusement, on oublie très vite, beaucoup trop vite. Un petit exemple, moi j'ai reçu un SMS hier de la mairie de Paris qui me disait, tiens, alerte canicule, avec des petits gestes de bon sens pour s'hydrater, etc. Donc je me suis dit, super, très bien. Mais pourquoi hier soir, hein? Enfin, une semaine de retard, en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, on n'a même pas le kit de prévention de base pour s'adapter à la canicule. Il n'existe strictement rien, rien n'est prêt. On n'a pas les gestes de prévention de base, savoir où mettre à l'abri les personnes qui sont vulnérables, identifier dans les bâtiments publics, les écoles, etc., la pièce qui est un peu plus tempérée. En fait, on n'a pas la base. Tout simplement. Je ne parle même pas des investissements, je ne parle même pas de la climatisation, etc. On a l'impression que rien n'est prêt, qu'on est devenu un pays vulnérable, que les infrastructures, les services publics craquent petit à petit. On a vu les écoles fermées tout au long de la semaine, on a vu des trains annulés. Je ne parle même pas des hôpitaux. Oui, tout était désorganisé en France. Tout est désorganisé. Et cette vulnérabilité, bien sûr, elle est à mettre au bilan de la responsabilité des différents gouvernements successifs, mais aussi des élus locaux qui sont aux premières loges pour adapter leur territoire, mais aussi peut-être notre responsabilité à nous, citoyens, voilà, de mettre ça en haut de notre volonté de faire bouger les choses. Alors Quentin Guéquière, vous êtes activiste aussi, vous militez pour nous alerter sur ce réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes agacé ou pas de ce qui se passe? Et est-ce que vous aussi vous dites, voilà, on va oublier, la semaine prochaine normalement il fait 25 degrés et donc là on va mettre la canicule, on va l'oublier cette canicule? J'ai un peu la même réaction que ma collègue, c'est-à-dire que oui, il y a au bout de la énième canicule, on a un côté où on est mi-lassé, mi-étourdi par l'ampleur de faire semblant d'être surpris à nouveau par le fait qu'elle nous traverse, puisque oui, c'était prévu depuis au moins 2001 que le GIEC nous alerte sur le fait que les canicules vont être plus précoces, plus intenses, elles vont durer plus longtemps. Mais on n'est pas prêt. Mais évidemment, on n'est pas prêt. C'est effectivement ce que je dis dans le livre, mais aussi dans l'association que je dirige maintenant. Du coup, ADAPT, c'est un think tank qui a pour but justement de proposer des politiques publiques, de passer de l'alerte qu'on a déjà suffisamment fait à la responsabilité, comme vous le dites. Donc, comment on prend des décisions, comment on arbitre maintenant pour mieux gérer les crises sanitaires telles qu'on la voit aujourd'hui, puisque cette canicule est une crise sanitaire aussi, et comment on fait aussi pour anticiper à moyen et à long terme les futurs aléas climatiques extrêmes que la France et le reste de la francophonie sont amenés à subir, évidemment. Voilà, on attend avec impatience vos pistes, on va y revenir, mais on va regarder encore une fois ces chiffres assez impressionnants avec ce jeudi 24 juin qui a battu des records. Le mois de juin a battu des records là aussi, avec 38 degrés relevés donc en Suisse, 44,8 en France, 34,2 en Belgique, un peu moins chaud en Belgique. Michel Cerutti, est-ce qu'en Suisse aussi on se pose des questions? Est-ce qu'on était un peu mieux préparé ou là aussi on a dû faire comme on pouvait? Alors, je ne sais pas si on était mieux préparé ou pas, mais enfin, les prévisions météo nous annonçaient cette canicule, donc c'est pas comme si on devait être surpris par la chose. Maintenant, quant à savoir si on est préparé véritablement à accueillir ça, si c'est qu'une question de température, j'ai envie de vous dire oui, il y a des politiques qui sont mises en place. Par exemple, à Genève, on a décidé cette semaine que les gens ne pouvaient pas travailler en extérieur durant l'après-midi. Donc, on va s'adapter. Ce que j'ai envie de vous dire, par contre, c'est que je me rappelle avoir discuté avec Martin Belliston, professeur de climatologie à l'Université de Genève, il y a 15-20 ans de cela, qui était membre du GIEC d'ailleurs, le GIEC lorsqu'il avait été nobelisé, et qui m'annonçait en interview, mais aussi dans ses bouquins, exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est-à-dire des phénomènes climatiques extrêmes, c'est-à-dire des vagues de chaleur et autres. Tant que ce sont que... Et on n'a rien fait, on n'a pas mis en place, on n'a pas changé forcément beaucoup nos politiques pour nous préparer à cela. J'ai envie de vous dire, tant que c'est que de la chaleur, voilà, il faut s'adapter, mais c'est une chose. Le problème, c'est lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des tempêtes de grêle, lorsque des pans de montagne s'effondrent, lorsqu'il y a des phénomènes climatiques véritablement importants qui amènent des catastrophes et des pertes humaines. À ce moment-là, eh bien, on est peut-être un tout petit peu plus sensible qu'à une vague de chaleur.
pour laquelle qu'on est capable, on va dire, d'endurer moyennant beaucoup de boissons et un petit peu de fraîcheur. Oui, après, il y a les morts silencieuses, entre guillemets, parce qu'on met parfois beaucoup de temps, plusieurs semaines, voire des mois, pour découvrir qu'il y a beaucoup de morts. Là, 212 morts, je le rappelle, en Espagne, suite à cette canicule. C'est ce premier bilan. Pour un peu retrouver un peu le sourire, Pierre Kroll, ça vous a inspiré un dessin qui rejoint ce que nous disait d'ailleurs il y a quelques minutes Perrine Tarnot. Alors, lequel allez-vous montrer Celui avec la tonne, bien sûr. Attends, ah oui, bon, ça c'est juste sur la situation en Belgique, voilà, pour situer la Belgique et Mélatonium, il y a tout qui fond, voilà, c'est très insupportable. Les chiffres que vous venez de dire, Estelle, sont déjà un peu vieillis, un peu dépassés. Le dôme de chaleur, comme on l'appelle, donc la situation météorologique juste du moment, se déplace vers nous. Hein, donc nous ramassons ce que vous aviez hier, quoi. Ça va à cette vitesse-là. On voit des chiffres là, je suis d'accord avec Michel, c'est pas le chiffre de chaleur qui compte, parce qu'en plus c'est très inégal. Je vois 34 pour la Belgique, on a compté jusque 46 degrés dans des îlots de chaleur de la ville de Bruxelles. Donc dans des étages, dans des immeubles, etc. Donc c'est malgré tout très inégal. Et puis c'était bien aussi de rappeler que c'est une des conséquences du changement climatique, même si on a connu des canicules dans le passé, celle-ci est reconnue comme plus grave à cause du réchauffement climatique et liée aux autres dégâts du réchauffement climatique, comme les catastrophes et les inondations, notamment. Les inondations, on les a connues en 2021 très gravement en Belgique, vous le savez. Eh bien, c'est un débat permanent maintenant. Est-ce que le gouvernement, les gouvernements, on en a plusieurs, prennent les mesures nécessaires pour le futur? Et manifestement, non. Alors, je peux vous amuser, hein, non plus avec un dessin, mais avec voilà ce que fait, par exemple, le gouvernement belge. J'ai reçu ici, moi, un petit texto, ça s'appelle BE, hein, pour Belgique, BE Alerte. Et on me prévient, je vous le lis, forte chaleur et pic d'ozone, restez au frais, buvez de l'eau, évitez les efforts, soyez solidaires avec les plus fragiles. Mon voisin peut me le dire. Je n'ai pas besoin d'un ministre du climat pour me dire ça. J'ai besoin d'un ministre du climat pour prendre des mesures dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, dont on ne parle jamais, où c'est insupportable. Et là, alors ils commencent un tout petit peu maintenant à faire leur mea culpa, puisque vous savez, les écoles, elles sont fermées en Belgique. En tout cas, beaucoup d'écoles sont fermées depuis un grand moment. Il y a un mouvement de grève des enseignants à cause des mesures par manque d'argent. Donc, on diminue le nombre d'enseignants, etc. Donc, et là, on va leur fermer. Donc, c'est plus possible. Donc, le ministre a dit quelque part, très simplement pour une fois, eh bien, il faudrait faire quelque chose, mais on n'a pas les sous. Voilà, on n'a pas les sous, ça c'est un problème que la France connaît aussi, effectivement, Pierre Kroll. Frédéric Arnould, donc vous êtes en Europe et vous revenez d'Espagne, l'exemple espagnol est souvent mis en avant, mais au Québec, au Canada, on a choisi la climatisation et vous le savez, en France, c'est tabou. C'est un petit peu tabou, c'est un peu compliqué, voilà. Et ça vous étonne cette semaine, hein. Ben oui, mais ça va changer la semaine prochaine, on passera à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un certain tabou ici, écologique et même économique. C'est sûr, quand on regarde les États-Unis, par exemple, qui sont les champions de la climatisation, je pense qu'il y a 90% des foyers qui sont climatisés. En Europe, on est à peu près à 20%. Mais il y a quand même un impact assez positif, c'est-à-dire qu'il y a 10 à 20 fois moins de morts causées par la chaleur aux États-Unis, par exemple. Alors évidemment, tout dépend, c'est quoi la source énergétique pour alimenter la climatisation. En France, ici, on est à peu près à 70% d'énergie décarbonée, donc avec le nucléaire. Au Québec, on est à 99%, parce que nous, on utilise l'hydroélectricité, donc les barrages qui génèrent cette électricité-là, et on l'utilise évidemment à 50%, je vous dirais, pour le chauffage, parce qu'on est une des rares juridictions, en fait, qui utilise l'eau pour se réchauffer. Et quand on regarde en fait le coût sur la facture annuelle de la climatisation, ça représente 5%. Alors c'est pas énorme parce que Hydro-Québec, qui est la société d'État au Québec, décide de, par exemple, donner des subventions aux citoyens pour pouvoir s'acheter des thermopompes. Donc les fameuses pompes à chaleur qui sont quand même beaucoup moins énergivores, qui vont transformer en fait l'air de l'extérieur l'hiver en chaleur et en frais pour l'été. Et donc, avec ça, ça permet de baisser évidemment la facture, de produire moins de causes de réchauffement, si vous voulez. Et au bout du compte, tout le monde en profite et surtout, ça met beaucoup moins de pression sur le système hydroélectrique. Donc, on a quand même suffisamment d'énergie. Mais encore une fois, c'est pas la panacée, la climatisation, mais ça devient, dans certains cas, peut-être une question non pas politique, mais plus une question, on va dire, de politique, santé publique, parce que les plus vulnérables sont souvent les plus touchés, évidemment. Quentin,
justement sur cette question de la climatisation. On voit que ça divise, alors bon, un peu moins peut-être, mais ça divise la France, notamment au sein de la classe politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? La climatisation en particulier, en fait, c'est un chiffon rouge qu'on agite souvent comme une solution très simple. Il y a de la chaleur créant du froid, quoi, grosso modo, mais qui ne fonctionne pas dans la plupart des cas, qui doit s'insérer dans un bouquet d'autres mesures. Vous l'avez très bien dit, ça doit être pensé dans un ensemble. Il n'y a pas de bâtiment qui soit adapté isolément et un autre bâtiment qui ne le soit pas. Il faut penser à un écosystème. Un bâtiment, il est adapté en fonction des personnes qui l'habitent, qui y travaillent, du quartier dans lequel il se situe, des fonds d'infrastructures énergétiques. Effectivement, en fait, là, la climatisation ne peut pas tout régler. Elle ne peut pas non plus régler le problème des canicules dans les lots de chaleur urbains, qui sont accentués à cause des climatisations en particulier. Il y a France Stratégie, par exemple, qui a fait une étude qui a montré qu'il y avait 23 professions qui étaient particulièrement affectées par le vague de chaleur, parmi lesquelles les boulangers, les policiers, les agriculteurs. On voit qu'ils changent leurs horaires. D'ailleurs, les agriculteurs maintenant travaillent la nuit. La climatisation ne peut rien pour ces personnes. Et par conséquent, il faut penser les choses à une échelle beaucoup plus globale, effectivement. Alors, on va voir si les politiques s'emparent de ces sujets, puisque en France notamment, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes à moins d'un an d'une présidentielle. Et le président français s'est exprimé sur le caractère inédit de cette vague de chaleur. C'était hier lors d'un sommet à Antibes. On l'écoute. Nous vivons, il faut avoir l'humilité de le regarder, une période totalement inédite. Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire, c'est-à-dire un pic caniculaire qui dure aussi longtemps et qui est à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Alors Emmanuel Macron, est-ce qu'il veut défendre son bilan, Perrine Tarnaud? Parce que là, il dit un épisode inédit. Visiblement, en tout cas, il n'a pas lu les rapports du voilà, GIEC. Parce que pourtant, il était... on sait tous que l'Europe est l'endroit du monde qui se réchauffe le plus vite et que donc la France est un des pays qui va être le plus concerné par le réchauffement climatique. Et donc tous les rapports du GIEC alertent depuis des années sur des phénomènes de plus en plus intenses. C'est valable pour les canicules, mais c'est valable pour les tempêtes, c'est valable pour les inondations, etc. Donc bien sûr qu'Emmanuel Macron, par là, il veut défendre son bilan. Surtout qu'au début, il avait défendu l'écologie. On se rappelle des conventions climat. Enfin, il y avait une volonté de Nicolas Hulot, qui était ministre de l'écologie et qui était numéro 2 du gouvernement. Oui, il y avait une volonté au tout début. Après, j'ai envie de dire que l'exécutif s'est un peu enferré dans des réglementations qui ont tout le temps changé. On parlait de la climatisation, quelles aides fournir aux Français, parce que ça coûte cher la climatisation, une bonne climatisation qui fonctionne bien, ça coûte cher, donc il faut les aider. Mais on a vu qu'il y a eu beaucoup d'atermoiements autour du fonds vert pour aider les collectivités territoriales à évoluer. MaPrimeRénov' a changé 25 fois de réglementation ces 2 dernières années en France. Donc je pense qu'on est un peu perdu sur ce qu'on peut faire, sur les aides auxquelles on a droit, les aides réglementaires, les aides financières, etc. Et donc c'est ce manque de visibilité, en fait, qui là, pour le coup, est le plus pénalisant aujourd'hui pour les Français, pour nous aider à nous adapter à ces changements climatiques. Et juste en quelques mots, est-ce que ça va s'imposer là? Ou alors est-ce qu'on va oublier? Est-ce que ça va s'imposer dans la campagne présidentielle? Parce que ce n'était pas vraiment le sujet qui on a vu que le Rassemblement national, qui important. pour l'instant ne s'est jamais emparé de ces questions d'environnement, de changement climatique, etc., parle de climatisation, d'un plan général. Ils vont faire une conférence de presse la semaine prochaine. Donc voilà, donc peut-être que ces questions-là, effectivement, vont venir sur la table de la campagne présidentielle. On peut l'espérer. Mais encore une fois, on zappe très vite. Donc, Mais c'est juste que, en fait, c'est pas très vendeur non plus pour les politiciens d'avoir des idées sur le moyen ou long terme en disant bon, mais on va falloir faire plus d'îlots de fraîcheur, faire plus de ceci, ça va coûter plus cher. Pas tout de suite. Ça commence, c'est très difficile de vendre ça, et surtout les politiciens sont un peu à la merci d'autres gouvernements qui eux décident d'aller complètement dans l'autre sens, comme aux États-Unis où Trump a sabré dans tous les programmes plus environnementaux, c'est-à-dire par exemple la voiture électrique, il a sabré là-dedans, il décourage tout le monde d'en acheter. C'est un peu ça, et donc les autres politiciens regardent un peu, ils vont selon le vent, et pour l'instant, on peut pas dire que l'écologie a le vent dans les voiles. Non, c'est certain que c'est une question de planification à moyen terme, à long terme, et ça a peu de visibilité parfois pour les citoyens. Alors Pierre Kroll, ça vous a inspiré là aussi un dessin entre ce décalage, entre l'urgence, entre le GIEC, les politiques, et puis ça met du temps, ça a beaucoup trop de temps. Oui, alors là, tant qu'à parler d'écologie, j'ai pris une métaphore écologique, je n'ai dessiné que des animaux. Le pingouin, là, sur son petit bout d'iceberg, voudrait qu'on tienne un peu plus vite compte de ce que dit le GIEC depuis, non pas 10 ou 20 ans, hein. En fait, il y a 40 ans que des scientifiques nous prédisent exactement ce qui se passe en ce moment. Hein. Et alors, bon, là, la volonté politique, je l'ai ici représentée comme un paresseux. Vous savez, ces animaux sont très sympathiques,
mais avance vraiment très, très lentement vers la neutralité carbone. Parce que ce mot neutralité carbone, il faut bien dire qu'il n'est pas remplaçable par aucun autre. Là, nous parlons de nous adapter à ce qui est inéluctable, parce que des étés, comme on en connaît maintenant, on en connaîtra chaque année, sans doute, avec des variantes. Enfin bon, on est parti vers tout ça. Et maintenant, la neutralité carbone, c'est juste arriver à ne plus rien émettre du tout, ce qui fera que les choses resteront ce qu'elles sont maintenant pour très longtemps. Ça ne va pas diminuer. Si on n'a que des voitures électriques, qu'on ne produit plus 1 gramme de CO2, on ne va pas avoir dans 2 ans des étés à 20 degrés. Ça, ce n'est pas vrai. Et surtout que les Européens ont quand même essayé de faire des efforts, on va y revenir, pour réduire les émissions à gaz à effet de serre. Même la France, même si c'est compliqué et que ça prend du retard et que parfois on change un peu d'avis en route. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment faire quand le principal, on l'évoquait avec vous il y a 2 minutes, Frédéric Arnould, quand le principal pays émetteur de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les États-Unis, va à rebours de tout le monde. On va écouter Donald Trump, c'était à l'automne dernier, il était à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la plus grande arnaque jamais réalisée contre le monde, à mon avis. Le changement climatique, peu importe ce qui se passe, vous êtes concernés. Plus de réchauffement climatique, plus de refroidissement climatique. Toutes ces prédictions faites par les Nations Unies et bien d'autres, souvent pour de mauvaises raisons, étaient fausses. Elles ont été faites par des gens stupides qui ont coûté des fortunes à leur pays et donné à ces mêmes pays aucune chance de succès. Si vous ne vous éloignez pas de cette escroquerie verte, votre pays va échouer. Et je suis vraiment bon pour prédire les choses. Bon, ça, c'est lui qui le dit, effectivement. Mais Quentin Guéquière, c'est vrai qu'on ne peut pas faire chacun de son côté. Le problème, c'est qu'il est mondial. Donc, comment faire dans ces cas-là si les États-Unis refusent ? Il y a 2 choses. Il y a l'atténuation, effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui est mentionné par Donald Trump ici. C'est le fait de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Puis il y a l'adaptation. L'adaptation, c'est comment on fait dans un climat qui a déjà changé. Et ça, effectivement, ça peut se décider à l'échelle européenne pour donner un cadre européen. Ça se peut décider à l'échelle nationale en mettant des normes pour renoncer à certaines pratiques, pour adapter nos territoires, pour protéger les personnes. Et ça se fait au niveau local parce que dans les faits, ce sont les collectivités qui ont la plupart des leviers politiques pour créer des territoires qui puissent encaisser les chocs climatiques qu'on nous... Mais est-ce que ça veut dire que c'est trop tard, donc on ne pourra pas revenir en arrière, que forcément on va vivre à 50 degrés dans les années qui viennent ? Il faut marcher sur les 2 jambes. Il faut marcher sur l'atténuation. Il faut réduire effectivement au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Ça semble effectivement mal parti vu le contexte international. Ensuite, il y a effectivement l'adaptation au changement climatique. C'est dans un cadre qui nous est donné, qui se situe entre 1,5 et 2 degrés, on a toutes les chances de nous adapter. Il est encore temps. Je pense qu'il y a la canicule ici. J'aimerais bien revenir justement sur le sujet que vous avez évoqué, sur la présidentielle. Effectivement, l'écologie n'a pas le vent en poupe. Sauf qu'on voit que les vagues de chaleur, ce n'est pas un sujet d'écologie. C'est un sujet de santé publique, c'est un sujet de défense nationale, puisque nos infrastructures critiques sont affectées, elles pourraient devenir des cibles. C'est également le cas en cas de sécheresse. C'est également une question économique, puisqu'il y a une perte drastique de productivité en cas de canicule, de 40% de productivité en moins pour chaque jour de travail. C'est une demi-journée de grève par jour. Ça fait 10 jours qu'on vit cette canicule. Je vous laisse imaginer la capacité de production, pour parler en termes capitalistes, qu'on a perdu aujourd'hui. Ce sont des sujets que va devoir régler un président ou une présidente de la République dans les 5 ans à venir. Même si ce n'est pas vendeur, comme nous le disait Frédéric Arnould. Michel Cerotti, justement, oui, sur ces questions-là, on a bien compris qu'il fallait s'adapter. Mais comment ? Alors ça, c'est la question qui est la plus importante, certainement, mais pour laquelle on va devoir chercher des réponses. Parce que s'adapter, ça veut dire maîtriser la nature, d'une certaine manière. Or, c'est impossible de maîtriser la nature. Aujourd'hui, on est sur un chemin qui fait que les changements vont être irréversibles, comme le disait Pierre Kroll tout à l'heure. C'est-à-dire que même si on reste à un statu quo, eh bien, on aura à devoir faire face à des inondations, à des tempêtes, à des pans de montagne qui s'écroulent, à des vagues de chaleur, etc. Donc, il faudrait pouvoir revenir en arrière. Mais même si on revient en arrière, eh bien, ça va prendre aussi un petit peu de temps pour cela, et c'est d'autant plus compliqué, effectivement, que le discours écologiste, eh bien, il a tendance à intéresser plus ou moins selon l'actualité internationale. En Suisse, par exemple, il y a quelques années, les Verts libéraux avaient vu leur siège au Parlement suisse, eh bien, sérieusement augmenter. Et puis, il y a quelques années, après, eh bien, tous les problèmes internationaux, la guerre en Ukraine et autres, la baisse du pouvoir d'achat, finalement, la question écologique a été remise au deuxième niveau, au niveau
niveau politique. Et puis, ces mêmes partis ont perdu des sièges. Donc, s'adapter, ça veut dire effectivement mettre en place une politique qui le permette. Mais c'est pas simplement à l'échelle nationale. C'est ça que j'aimerais dire. C'est-à-dire qu'il faudrait réussir à ce que le monde entier s'accorde. Parce que même si on a des voitures électriques qui polluent pas chez nous, mais en même temps on produit des batteries ailleurs dans le monde, et puis produire ces batteries ou éliminer ces batteries ensuite, eh bien cela va avoir un coût environnemental. Ça ne va pas résoudre le problème. Il faut une politique qui soit internationale, qui soit globale, parce que le climat, c'est quelque chose de global, d'international, c'est pas quelque chose de national. Mais effectivement, on a entendu Donald Trump, il n'a pas l'air d'être vraiment sur la même longueur d'onde, et même en Inde où c'est terrible, effectivement, il y a beaucoup de soucis. Vous revenez d'Espagne, Frédéric Arnould, et l'Espagne est souvent présentée comme un exemple, le congé climatique, les corridors végétaux, ça c'est important, qui ont été mis en place à Barcelone. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent, en fait, ils vivent avec, parce que dans le fond, il n'y a pas forcément beaucoup plus de volonté politique vraiment d'avoir des agissements clairs, des investissements pour le futur. Donc ce qu'on fait, effectivement, on change les horaires de travail, on travaille plus tôt, parce que moi j'étais en Andalousie cette semaine, il faisait 42 degrés à l'ombre, c'est intolérable, on ne peut pas travailler comme ça. Donc on déplace les horaires, on donne toujours la possibilité de congé climatique, donc c'est-à-dire que vous allez recevoir 4 jours de congés qui sont payés en cas de, évidemment, de catastrophe ou de dérèglement climatique ou d'inondation, des choses comme ça. Donc, encore une fois, ce sont des actions qui sont posées en fonction, toujours en réaction par rapport à des catastrophes ou des problèmes qui ont causé la mort de beaucoup de personnes. Donc, c'est comme des petits pansements qu'on met parfois sur un bras cassé. Est-ce que c'est suffisant ? Forcément non, c'est sûr. Non. Et là, on voit aussi, alors, brièvement, que la France aussi essaye de trouver des pansements. Oui, pour l'instant, le congé climatique, c'est une solution qui a été posée sur la table par les écologistes, mais qui va payer ces 5 jours de congé climatique proposés par Marine Tondelier. Là, il faut répondre aussi à cette question. Et puis, il y a eu les chiffres, par exemple, de la dette qui ont été publiés, de la dette française, cette semaine, 3 500 milliards de dettes, quand même, à rembourser. On trouve quand même de l'argent pour la France. Pour l'armement. Donc, c'est 12 milliards de taux d'intérêt que la France a payé en plus en 2025 par rapport à 2024. Donc, 12 milliards qui auraient pu servir à de l'aménagement territorial pour lutter justement pour s'adapter au réchauffement climatique.